Après la révolte dans les prisons russes, l'air devient plus lourd, et tout le monde sait que plus personne ne fait confiance à personne, même pas à ceux qui étaient autrefois les plus proches. Toutes les règles qui, jusque-là, tenaient ce monde en place disparaissent, et ceux qui avaient une position deviennent soudain des victimes du système qui les a créés. Dans chaque colonie pénitentiaire, la tension monte, les gardiens se taisent, mais leur présence est plus lourde que les murs de béton et les barreaux d'acier. Les détenus se regardent avec méfiance, car après la révolte, chacun peut être un informateur, un provocateur ou une future cible. Les transferts deviennent quotidiens, mais personne n'en connaît la raison. Un jour tu es là, le lendemain tu n'es plus là, sans explication et sans trace. Les autorités pénitentiaires déclenchent des mécanismes de contrôle interne qui ne reposent pas sur la loi, mais sur le pur chaos et l'intimidation. Les cellules sont pleines à craquer, et de nouvelles personnes arrivent de lieux où la révolte a été brutalement réprimée, mais leurs visages ne trahissent aucun passé. Chaque nouvel arrivant apporte avec lui la peur, des histoires chuchotées dans les coins et une incertitude qui contamine tous ceux qui l'entourent. Le quotidien dans la colonie après la révolte, c'est vérifier sans cesse qui parle à qui se tait trop longtemps et qui change soudain ses habitudes. La nourriture est distribuée dans la tension, comme si chaque gamelle était un test de loyauté et chaque bouchée pouvait être la dernière dans cette réalité. Au lieu d'une seule hiérarchie se forment de nouveaux réseaux, chaotiques et instables, où une seule erreur signifie une chute sans retour possible. Des rumeurs circulent sur des listes secrètes que quelqu'un tiendrait, qui était là, qui a vu, qui s'est tu lorsque la révolte a éclaté et qui n'est déjà plus là. Pour beaucoup de détenus, le pire n'est pas la révolte elle-même, mais ce qui vient après, des nuits blanches, des regards nerveux et des questions sans fin. Dans les isolements sont enfermés ceux que l'on soupçonne d'en savoir trop, même s'ils n'ont jamais prononcé un seul mot. Dans les couloirs, on entend des avertissements chuchotés. Mieux vaut disparaître du champ de vision que de finir sur la liste des coupables de quelqu'un d'autre. La surveillance psychologique cesse d'exister. Plus personne ne fait semblant de se soucier de l'état mental de ceux qui ont survécu au plus grand choc. Une seule règle s'applique. Ne te fais pas remarquer, ne regarde personne dans les yeux et ne pose pas de questions, même si quelque chose disparaît ou si le chaos éclate. Dans les sections spéciales, les détenus sont maintenus sans information, les jours se confondent et les horloges perdent toute signification. Peu importe qui avait raison, qui a commencé, ou qui essayait seulement de survivre, après la révolte, il n'y a pas de héros, seulement des ombres. Le contrôle de la correspondance devient une obsession. Les lettres sont retenues pendant des semaines et chaque ligne est lue des dizaines de fois. Le système n'oublie pas, même s'il ne se souvient plus de qui exactement a fauté, il suffit qu'un nom ait été prononcé une fois et il n'y a plus de retour possible. Les visites familiales sont suspendues pour une durée indéterminée et les nouvelles du monde extérieur s'interrompent comme un signal radio coupé. Dans certaines colonies, des automutilations ont lieu, mais non par désespoir, seulement pour être transférées dans une autre cellule, une autre aile, plus loin du chaos imprévisible. Parmi les détenus, une nouvelle langue apparaît. Des demi-mots, des signes, des regards, car les conversations ouvertes deviennent trop risquées, trop lourdes de conséquences. Le quotidien carcéral commence à ressembler à un jeu de survie où chaque geste doit être réfléchi et chaque décision peut signifier la fin. La pire des peines ne consiste plus à limiter la liberté, mais à perdre la certitude qu'il existe encore des règles. Seuls les plus anciens détenus se souviennent d'une atmosphère semblable. Après les révoltes passées qui ont changé des systèmes entiers, mais n'ont jamais apporté de soulagement. La peur ne sert plus d'avertissement. Elle est devenue un compagnon quotidien, enraciné profondément, inséparable comme des chaînes. Après la révolte, les prisons russes changent de visage, comme si quelqu'un les avait coupées du monde et plongées dans un univers où les règles s'écrivent en silence et dans les regards. De nombreuses unités ont été fermées aux médias et les communiqués officiels restent muets, comme si rien ne s'était passé et que tout n'était qu'une exagération. Les détenus vivent désormais dans une isolation non seulement physique,
mais aussi informationnelle. Ils ne savent pas ce qui se passe au-delà des murs ni ce qui les attend demain. Les haut-parleurs n'annoncent plus que les messages sur le couvre-feu et les heures de repas, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Les bibliothèques des prisons ont été fermées sans qu'aucune raison ne soit donnée. Entre les rayonnages, on aurait trouvé des notes que personne n'avait le droit d'écrire. Dans les cantines, il manque des produits de base, mais pas par pénurie. Le système restreint volontairement l'accès pour observer les réactions des détenus. Les employés administratifs apparaissent plus rarement qu'avant, évitent de croiser le regard et s'efforcent de ne pas parler, comme si chaque contact représentait un risque. De nouveaux règlements, officieux, sont transmis oralement. Ils interdisent de rester en groupe et de chuchoter même dans les coins. Les plus anciens se retrouvent dans des cellules avec des jeunes, sans qu'on sache pourquoi, peut-être pour briser l'ordre ancien, peut-être pour voir qui soutient qui. Les registres des appels téléphoniques sont examinés manuellement et quiconque a exprimé une seule fois son mécontentement perd tout contact avec le monde extérieur. De nouvelles caméras sont apparues dans les cellules. Certaines fonctionnent, d'autres font semblant, personne ne sait lesquelles surveillent, alors chacun se sent observé en permanence. Même le silence est interprété comme une révolte. Les gardiens notent les noms de ceux qui ont cessé de parler, comme si le silence était une preuve de culpabilité. L'éclairage des cellules a été changé sans avertissement. La lumière s'allume à des heures aléatoires, interrompt le sommeil, brise le rythme et consume le dernier reste de paix. Chaque jour ressemble à un jeu psychologique où il ne s'agit plus de survivre physiquement, mais de préserver ce qu'il reste de raison. Les trajets des promenades quotidiennes ont été modifiés. Désormais, ce sont des marches irrégulières, imprévisibles, sous surveillance totale et sans la moindre explication. Certains détenus ont commencé à écrire des journaux intimes, mais personne ne sait ce qu'ils deviennent. Parfois, ils sont là, puis disparaissent, comme s'ils cessaient d'exister. Des accusations de complicité dans la révolte sont envoyées aux tribunaux, mais tout le monde n'en est pas informé. Certains disparaissent tout simplement des dossiers. L'eau dans certaines cellules change soudain de température, tantôt brûlante, tantôt glacée, soi-disant une panne, mais trop fréquente pour y croire. L'écriture de requêtes collectives est désormais interdite. Seulement des requêtes individuelles, à la main, sans aide, comme si la solidarité était devenue une menace pour le système. Le quotidien se transforme en un labyrinthe d'incertitudes, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est survivre, sans bouger, sans voix, sans plan, dans une attente sans fin.